Bonjour à tous et bienvenue pour ce Glénat BD Festival. Ravi de vous accueillir dans ce plateau pour parler durant les 4 prochains jours des BD de chez Glénat sortis et à venir avec les auteurs, avec des invités, avec un programme que je vais vous présenter assez exceptionnel. On aura des dessins, on aura des battles, on aura des quiz, on aura un plongeon dans la vision des auteurs de bande dessinée qui vont se succéder les uns les autres au cours de cet événement. On va passer 4 jours ensemble avec beaucoup au programme et c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce Glénat BD Festival mais aussi de vous accueillir dans ce décor magnifique. Merci évidemment à Glénat pour toute sa confiance et on va commencer avec le lancement de ce festival et l'annonce de tous les programmes. Avec moi pour fêter ce lancement, des auteurs, des éditeurs de chez Glénat, des scénaristes, des dessinateurs. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche. Michael, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, on rappelle, tu es l'auteur notamment de Last Man. Voilà, les gens te connaissent beaucoup pour ça, parce que Last Man, incroyable dessin animé, la BD, un des 3 auteurs, évidemment, co-auteur de Last Man. Et tu reviens avec une toute nouvelle BD dont tu vas nous parler très bientôt. Je suis super content de t'accueillir là. Longtemps que je lis un peu votre travail, on va dire, à tous, même s'il me semble que Bastien n'est pas impliqué dans la prochaine BD qui va sortir. Mais il n'empêche, donc c'est un plaisir de t'accueillir là. Bienvenue en tout cas dans cette émission. Moi de te remercier pour l'accueil. Oh, t'en fais pas, on va passer pas mal de temps ensemble. Aujourd'hui, à côté de toi, Benoît Cousin, éditeur chez Glénat BD. Comment ça va, Benoît? Ça va bien, merci, bonjour. Bonjour. Tu es là évidemment pour nous parler un peu des prochaines sorties. Tous les auteurs n'ont pas forcément pu se déplacer ici à ce Glénat BD Festival. Certains viennent de loin, certains veulent tout simplement rester plus à distance ou sont en plein travail et ne peuvent pas un peu prendre du temps pour fêter un peu ce genre de festival. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Tu viendras nous parler un peu de toutes les futures sorties de Glénat, notamment BD juste ici. Et en face de moi, comment ça va, Très bien. Ravi de t'accueillir sur le plateau, autrice aussi évidemment, notamment de Radium Girls. Tu vas publier une prochaine BD chez Glénat dont tu vas nous parler. C'est une émission qui est dédiée dans quelques instants. Wow. Tu vas nous faire un dessin, nous parler un peu de toute ton œuvre, etc. Ravi de t'accueillir parce que toi, tu fais du Twitch. Ben ouais. Bon, on va dire pas dans ces conditions-là. Oui, on va dire que mais personne ne fait du Twitch dans ces conditions-là. Personne. Mais oui, dans mon bureau et tout, je montre des planches, etc. Ça permet de donner un peu corps et de montrer un peu les backstage. Ah, oui, j'avoue que c'est un truc qui est super apprécié. Ils sont assez chill en plus, les live dessins. Oui, on n'est pas trop dans l'entertainment. Mais ouais, mais c'est trop cool. Ouais, yes. C'est trop cool. Je sais que ça plaît énormément et à plus en plus de personnes sur Twitch. En duplex, nous sommes normalement en compagnie de Xavier d'Horizon. Xavier, est-ce que tu m'entends? Très bien, bonjour. Comment ça va, Xavier? Alors, scénariste, évidemment, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, scénariste à succès, notamment du 3e Testament, des Brigades du Tigre, frère d'un de mes meilleurs amis, Guillaume d'Horizon, notamment. Donc, ça fait plaisir de te recevoir ici. Comment est-ce que ça va? Très bien, très bien. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en plateau, mais en tout cas, très heureux de partager un moment avec vous. Voilà. Très heureux aussi, tu vas nous parler un peu de ce sur quoi tu travailles en ce moment. On va revenir avec toi un tout petit peu sur les futures parution et notamment sur Jakarta. Dans quelques instants, tu pourras nous en parler un tout petit peu. Dans quelques instants, pour continuer évidemment un peu le programme durant la totalité de ce festival, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on est le 27 il me semble, jusqu'au 30, Glénat va lancer sa 4e édition de l'Artiste Allée. Alors qu'est-ce que c'est l'Artiste Allée? C'est un rassemblement de dessins d'auteurs. Vous allez pouvoir faire des commandes d'auteurs, dessinateurs de chez Glénat pour vous offrir
un original de chacun de ces auteurs. Cette initiative est prise par Glénat pour que les auteurs puissent aussi mettre en vente leurs dessins. La quasi-totalité, en tout cas, des ventes recueillies vont directement à l'auteur pour le soutenir, pour le mettre en avant. Je ne sais pas si certains d'entre vous a déjà participé à des artistes à l'essai. Si tu en as déjà participé, toi? Oui, aux deux premières éditions. Les deux premiers. Tu avais vendu combien de dessins? Ah, moi, j'avais mis une jauge. Hein. En fait, parce que sinon ça peut partir vite. La première fois, j'ai fait 20 dessins parce qu'on peut choisir avec portrait, en pied et en pied avec décor. Moi, j'ai pris portrait en pied parce que décor, faut pas... Voilà. Et la deuxième édition, pareil, j'en ai fait 15. 15 quand même. Ouais. Je mets des jauges et puis comme ça, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Hein. Je vous le dis, vous devriez... faut faire très vite. On m'a raconté ici rapidement que 85% des dessins étaient quasiment vendus dès la première journée. Donc évidemment, faites le plus vite possible. Pour cela, dans le chat, vous allez avoir un lien qui va apparaître qui vous permettra de vous rediriger vers cet artiste allé. Souvent, alors en fonction évidemment des artistes, vous pouvez faire des demandes particulières sur les dessins. Tant que c'est cohérent avec l'univers des BD créés évidemment par les auteurs. Certains font des dessins originaux. Tous les dessins sont fournis avec des certificats d'authentification, vous garantissant évidemment d'avoir un vrai, un original et un authentique. C'est, on va dire, assez rare et assez un privilège quand même de pouvoir faire ça, de pouvoir s'offrir des dessins originaux d'auteurs. Donc n'hésitez pas si vous êtes évidemment client de tout ça. On va checker un tout petit peu le programme de ce Glénat BD Festival avec notamment le programme de la journée. Après le lancement, on fera une rencontre et dessin avec Si, justement. Ça va consister à parler tout simplement de tes œuvres, de tes bandes dessinées, mais surtout, on va te mettre à l'épreuve puisqu'il y aura 30 minutes pour dessiner une requête du chat ici en direct. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va faire ça pour pas mal des émissions qu'il va y avoir durant ce Glénat Festival et que tous les dessins seront à gagner. Voilà, via le chat et pour tous ceux qui nous regardent et pour tous ceux qui nous suivent ici. Donc ça, c'est vraiment très cool. À 15h, il y aura une battle de dessin évidemment. Mickaël face à Sylvain Ferret. Tu te sens prêt? Pas du tout. Tu m'as dit que tu n'avais pas lu Talion. Comment? Tu m'as dit que tu n'avais pas encore lu Talion. Pas encore, non. Mais que tu reconnaissais le talent, on va dire, évidemment. de Sylvain. J'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas lu, non, encore. Tu es prêt à l'affronter en 1v1? Écoute, prêt, je sais pas, mais écoute, on va y aller au feeling. Hein. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Ça sera une des rares battles que l'on aura ici, mais ce sera surtout l'occasion aussi de parler de vos ouvrages et de vos BD en cours et à venir. Vous en faites pas, 2 heures de conférence sci-fi juste après avec... François Durper, je ne sais pas s'il pourra être là pour la conférence, mais Sylvain Ferret restera avec nous. On aura des journalistes du Point aussi et pas mal d'autres intervenants spécialistes en science-fiction. On discutera un peu de la place de la science-fiction de nos jours, dans la bande dessinée aussi et la vision de chacun. C'est, on va dire, des gros fans de sci-fi qui vont évidemment discuter et débattre ensemble. Et enfin, Jim Bishop sera notre invité en fin de journée. Avec lui, on reviendra sur son œuvre et notamment, il me semble, Lettres perdues. Voilà, je suis en train de terminer actuellement un univers loufoque et décalé. J'adore. Demain, vous voyez, on parlera un peu plus, mais on recevra Zep et ce sera l'ami Donald Renew, la voix de Titeuf qui vous animera en classe avec Titeuf. Puis il y aura une grosse conférence Conan, ici le Cimérien, une grosse conférence polar. Voilà, 2 heures, on va pouvoir discuter à la fois de tout un tas d'œuvres différentes, mais aussi croiser nos avis sur les univers et les genres. Puis enfin, un quiz Disney samedi. Voilà, les pierres du cauchemar avec Dooms et Sora, évidemment, ceux qui sont
les acteurs principaux de cette bande dessinée. Il y aura un live spécial Bergère Gagnère, spécial Lou avec Julien Nel ici, et tellement de demandes pour participer à cette émission que je ne savais plus comment placer. Il a un succès fou, hein, Julien Nel, c'est incroyable. Hein, raison. Hein. Ah ouais, alors ça j'avoue, méga star. Et enfin, après dimanche, je vous en parlerai après, mais il y aura des quiz One Piece, ça sera, je pense, le seul manga dont on parlera durant ce Glénat BD Festival. Un live sorcière et magie, voilà, comment construire via une page blanche, donc comment construire une BD, ça aussi ça va être un live assez intéressant. On va suivre Timothée en train de tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on part d'une page blanche et qu'on crée réellement une page de bande dessinée. Donc ça régale. Petit let's play Lapin Crétin, puisque les Lapins Crétins et la BD Lapin Crétin sont publié en effet chez Glénat. Et enfin on se terminera dans la bonne ambiance avec un quiz 100% pop culture pour fêter évidemment la fin du festival. Voilà, vous connaissez tout le programme de ce festival Glénat. C'est un énorme programme quand même à suivre pour la totalité de ces 4 jours, et j'espère évidemment que tout ça vous plaira. Bien entendu, vous êtes présents avec nous dans le chat, hein. Bonjour Nina Flumine, bonjour Chloé, Andriane, bonjour Jasma, bonjour Revitila Bitor, je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est trop loin, il me faut des lunettes maintenant, je suis trop vieux pour des chats écrits plus petits. Voilà, on a essayé évidemment de vous faire un programme extrêmement varié, vous allez pouvoir pêcher un peu à droite à gauche parmi les auteurs qui vous plaisent, mais surtout c'est un plaisir de pouvoir recevoir les auteurs sur le plateau. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes spécialement habitué. On remplace un peu, on va dire, le festival d'Angoulême qui aurait dû avoir fin janvier, qui a été décalé ici. Mais sur Angoulême, l'exercice est un peu différent, non, Michael? Ouais, l'exercice il est un petit peu différent. C'est vrai que on se balade, on dédicace, on croise des gens, on est des fois parfois un peu trop détendu. Ah, ouais, tu te sens un peu trop tendu là alors? Non, c'est-à-dire que là, moi j'arrive de mon petit village, je débarque et j'en prends plein la tête. Oui, j'avoue, oui. Je suis ravi parce que je viens là pour la bonne cause. Puis pour rencontrer des gens formidables. des gens formidables. En tant qu'éditeur, Angoulême, c'est une grosse période, c'est dur. Oui, c'est un carrefour hyper important dans l'année. Alors nous, on est toujours en off à Angoulême, c'est-à-dire que... Ouais. Vous ne mettez jamais en avant les éditeurs? Non, jamais. Non. Enfin, les éditeurs, les personnes, non. Les maisons d'édition en tant que telles, oui, c'est des vaisseaux amiraux où on accueille le public. Mais nous, les éditeurs, en fait, c'est surtout l'occasion de rencontrer des auteurs avec qui on travaille ou avec qui on a envie de travailler. Et pour ce qui concerne les projets qui sont en cours, il faut savoir que comme on n'habite pas tous dans la même ville, il nous arrive, nous, éditeurs, de suivre un projet en ne voyant à peu près jamais l'auteur, si ce n'est par mail ou par téléphone. Donc Angoulême, c'est le moment où toute la profession se retrouve dans cette charmante petite ville charentaise. Et donc, on enchaîne les rendez-vous pour voir les auteurs, faire le point sur l'avancée des projets. Et parfois se rencontrer pour de vrai quand on ne se connaît pas du tout, en vrai. Ah, ça régale. Si tu as fait aussi Angoulême plusieurs fois, quasiment tous les ans? Pas tous les ans, mais oui, j'en ai fait plusieurs, etc. Et effectivement, c'est riche en densité, en contact et en froid et en pluie et en alcool. On repart tous avec la crève. Je pense que le patient zéro, il sera à Angoulême. Mais oui, c'est vraiment le carrefour, the place to be, quoi. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi c'est annulé cette année, d'ailleurs. Tout à fait. Mais bon, ça nous attriste, mais ça nous permet quand même de nous retrouver tous ici sur ce Glénat BD Festival. Je vais me retourner vers toi, Xavier. Rebonjour, bien entendu. Merci d'être avec nous, même si tu ne peux pas être ici en présentiel. Hein, ça fait quand même très, très plaisir de t'accueillir. Angoulême, toi, tu as une expérience avec le festival. Tu y vas souvent, tous les ans? Quasiment tous les ans. Je pense que on a tous des métiers solitaires en fait. Tu vois, là, je suis dans mon atelier, je suis tout seul, et comme le disait Benoît, Angoulême, c'est pour les lecteurs, c'est le moment où ils vont pouvoir avoir des conférences, rencontrer les auteurs, il va y avoir des expositions. Donc pour eux, c'est une fenêtre absolument géniale sur la bande dessinée. Et puis pour nous, auteurs, c'est le moment non seulement de rencontrer nos lecteurs, et puis aussi de se rencontrer entre nous, de mettre des noms sur des visages, de lancer des projets, de partager des envies, partager des passions, s'écouter. Enfin, c'est un moment très riche, épuisant. Et je suis d'accord avec Si, où on rentre avec un rhume, un gros mal au crâne. Ouais. J'avoue. Puis Angoulême.
J'avoue. J'apprécie tout particulièrement la figurine de Grandizer de Goldorak là juste derrière toi. C'est vrai que tu as été co-auteur aussi du film, de la BD Goldorak qui était sortie en fin d'année. Là, c'est pas pour ça que tu viens nous parler. Tu viens nous parler de Jakarta, que tu réalises avec le designer Timothée Montaigne et qui sortira en fin d'année ici, qui va retracer l'histoire des naufragés de Jakarta au début du XVIIe siècle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette BD, de ce qu'il s'agira exactement et de pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet en particulier? Je me suis intéressé à ce sujet en particulier parce que c'est un sujet de superlatif. C'est-à-dire, c'est le plus partout. Le plus partout. Vous voyez, c'est une histoire qui se déroule en 1629 et qui raconte déjà une histoire qui se passe dans le cadre de la plus grande compagnie maritime qu'il y ait jamais eu, qui s'appelait la VOC, qui est la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Il n'y a jamais eu historiquement une compagnie aussi puissante dans le monde. Elle avait son armée, sa monnaie, ses soldats, bref, plus grosse compagnie du monde. Et puis avec ce superlatif vient un autre superlatif qui est celui du navire. Le Jakarta, c'était en fait ce qui se faisait de mieux à l'époque. C'était la haute technologie, si tu veux. C'était l'intelligence artificielle ou le Google d'aujourd'hui. C'était un navire incroyable qui faisait des allers-retours en fait entre les Pays-Bas et l'Inde. Et plus précisément même l'Inde et l'Indonésie. Et puis, autre superlatif, c'est probablement la plus terrifiante histoire de naufragés qu'il y ait jamais eu. Alors, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que tu prends un navire, tu mets dessus 400 personnes, parmi lesquelles il y a 380 qui sont parmi les pires criminels de l'histoire, parce que personne ne voulait être à bord de ces navires. C'était des endroits absolument terrifiants. Et là, tu mets un des plus grands trésors de l'époque. Tout ça est vrai, tout ça est une histoire parfaitement documentée. Un trésor énorme destiné aux négociations commerciales de la VOC. Et on a un personnage principal qui est une jeune femme qui a existé, qui s'appelait Lucretia Hans, qui part rejoindre son mari aux Indes. Et pendant le voyage, dans cette poudrière que constitue le Jakarta, avec de l'or, des criminels endurcis, des marins qui sont eux aussi totalement désespérés, il va y avoir une étincelle. Cette étincelle, c'est un homme qui s'appelle Hieronymus Cornelius. Il est apothicaire de métier. Il est numéro 2 dans la ligne de commandement de ce navire. Et lui, en fait, il n'est pas là pour faire du tourisme. En fait, il est là parce qu'il a été ruiné, parce qu'il est poursuivi par l'Inquisition. Et il n'a qu'un seul but, mettre en place une mutinerie et faire main basse sur le trésor. Et en fait, ces manigances vont amener à un naufrage qui est un des plus terrifiants et à une vie pendant quelques semaines où les personnages vont être à sa merci sur une île. Donc c'est une histoire vraie. Et avec Timothée, on a voulu la rencontrer en deux gros albums. Le premier, qui sortira au mois de novembre et qui racontera l'épopée et la mutinerie qui a lieu à bord de ce navire, qui est une mutinerie réaliste. Et un deuxième tome qui nous racontera l'éprouvante histoire des naufragés du Jakarta sur une île au large de l'Australie. Alors c'est incroyable parce que je me dis tout ce qui s'est passé ici est une histoire vraie. Maintenant, la BD est probablement racontée du point de vue et le personnage principal, c'est le personnage féminin dont tu nous as parlé, c'est ça? Alors on va suivre 3 personnages. Le premier, c'est bien entendu cette femme, Lucretia Hans, qui part d'Amsterdam parce que en fait, elle a perdu son 3e et dernier enfant, ce qui était malheureusement très commun à l'époque. Et en fait, entre suicide et volonté d'être libre, elle a décidé de revenir aux Indes où son mari exerce le charmant métier d'exploitant d'esclaves. Et c'est donc elle va découvrir cet univers avec nous. Et on la voit ici sur la case en bas. Lucretia découvre par exemple les châtiments qui sont donnés aux personnages qui ne feraient qu'avoir un sourire de plus ou un sourire mal placé. Et puis 2 autres personnages, l'un qui est bien entendu Hieronymus Cornelius, qui est cet apothicaire qui est de loin l'homme le plus cultivé et le plus malin à bord. Et un 3e personnage qui s'appelle Hayes, qui est un marin assez étrange, qui a l'air innocent, qui est un homme on va dire du fond de cale, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument aucun droit, et dont on va découvrir comment il va devenir un héros. Voilà. C'est autour de ces 3 personnages va se raconter l'histoire. Où se situe la frontière entre la réalité et la fiction, le côté romancé de l'écriture des personnages?
Mais elle se situe à deux niveaux. D'abord dans le point de vue, c'est-à-dire que bon, l'histoire du Batavia, qui est le nom réel en fait du Jakarta, est très connue, que ce soit aux Pays-Bas ou par beaucoup d'historiens. Donc moi, mon premier travail, c'est de donner un point de vue à des faits, c'est-à-dire de les faire vivre par des personnages et de leur donner une émotion. Et puis le deuxième axe, c'est quand même d'édulcorer un tout petit peu. Vous allez voir, la BD est assez dure, assez violente. Et c'est rien à côté de la réalité. Et l'effet était tellement atroce que j'ai dû édulcorer un petit peu. Histoire de rendre le sujet un peu plus doux. Tu as voyagé, non, pour préparer cette BD? Tu es allé à Amsterdam, on m'a dit. Oui, alors ce qui est assez génial, c'est qu'avec Timothée et puis notre éditeur, Philippe Horry, on s'est rendu à Amsterdam d'abord pour voir les lieux où habitait Lucretia Hans, et puis pour visiter le Jakarta qui en fait existe. Il a été, évidemment, il a coulé, donc bon, ce n'est pas une grande révélation, mais il a été reconstruit à l'identique, juste à côté d'Amsterdam, sous son nom hollandais. Le nom hollandais de Jakarta, c'est Batavia. Et donc, on peut visiter l'exacte réplique reconstruite comme à l'époque du Batavia. Voilà, donc on l'a visité, bien sûr, ce qui fait que tout ce qu'on met dans la BD sur la façon dont, là où sont les personnages, les pièces où ils sont vraiment réalistes. Et petite cerise sur le gâteau, je suis allé faire un tour en Australie. Oh bah, allons-y. Pour le plaisir. Ah, ça régale. Le premier volume du coup de Jakarta sort qu'en fin d'année, c'est ça? Vers fin novembre 2022. Et tu nous dis, ça sera en... Ça sera un très gros album. On a choisi un format, là aussi, on est allé dans les superlatifs avec les mains, parce que ça ne se fait pas d'habitude, ce qu'on a fait là, et on va faire 2 albums qui font plus de 130 pages. Ce sera 2 fois 130 d'accord, pages. ok. Ah oui, donc c'est mastoc. C'est vraiment mastoc. Et le deuxième, forcément, comme il est très long, sortira probablement 2 ans après. Tu salueras en tout cas le talent de Timothée, hein. Le dessin est juste incroyable, hein, je trouve. On a passé quelques planches ici sur l'écran pour montrer un peu le travail effectué. C'est juste ouf. Merci beaucoup, hein, Xavier, d'avoir été avec nous, hein, pour nous parler de Jakarta. Je ne sais pas si on te retrouvera plus tard dans le festival, peut-être très très occupé. Bon, un peu, ouais, un peu, j'avoue. Ok, bah écoute, il n'y a pas de problème, reste avec nous ici. On va faire un petit tour avec nos autres invités et parler un peu des annonces de Glénat BD, puisque le premier volume était sorti, je crois, en novembre dernier. 47 cordes annonce son tome 2. Hein. La volonté, en tout cas, de l'auteur en vrai, je crois qu'il avait toute son histoire faite en entier. On a séparé en 2 volumes parce que le premier est quand même assez épais. Tu peux nous parler un tout petit peu de 47 cordes, de l'histoire de 47 cordes et de ce qui se passera peut-être dans ce tome 2? Alors, très peu en l'occurrence, puisque je ne suis pas l'éditeur du livre, donc j'ai un peu le même niveau de connaissance que tout un chacun en tant que lecteur. Ce que je sais, pour avoir discuté quand même plusieurs fois avec son vrai éditeur dans la maison, c'est que le projet était initialement prévu que sur 400 pages, qui était déjà un cran au-dessus de son bouquin précédent. Et puis au fur et à mesure du développement de son histoire, parce que Timothée Le Boucher est quelqu'un qui se laisse vraiment porter par la narration et qui veut se donner le temps et la place de la narration, de fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'il aurait besoin de plus de pages, et puis de plus de pages, ce qui fait que ça fera 2 fois 400 et non pas 1 fois 400 pour raconter son histoire complète. Ouais, donc Ces jours qui disparaissent, hein, qui était sa première œuvre ici, hein, qui est déjà... épais, Sama, mais avec 47 cordes, il s'est dit, bon écoutez... Glénat, ils ont dit oui, donc on va multiplier par 2 la taille, voilà, on va tuer la taille du papier. Et ça n'est même pas l'œuvre en entier, hein, qu'il voulait écrire, mais seulement la toute première partie, voilà, l'histoire 47 cordes, hein, pour le nombre de cordes qu'il y a dans une harpe, hein, il me semble. Oui, parce que le personnage principal est un musicien. Exactement. Il se fait séduire par une métamorphe, une créature qui est capable de prendre plusieurs apparences. C'est très prenant la façon dont il dessine les transformations dans justement cette bande dessinée. On en a fait une recommandation d'ailleurs dans Mangasur, c'est vraiment très bien. Et voilà, et le prochain volume, donc on sort d'ici la fin de l'année. On a évidemment soigneusement choisi le trailer. Regardez, Borvo transpire déjà, puisque bien entendu, sur Twitch, c'est la bien-pensance et le lissage absolu. Donc dès qu'il y a un téton, c'est la PLS complet, bien entendu. Mais
Voilà, vous retrouverez bien sûr le tout non censuré dans la BD 47 cordes, voilà, dont un prochain volume sortira en fin d'année. On va parler un peu avec toi, de ta prochaine BD, Anna et l'Entremonde, qui arrivera bientôt, prévu en 4 tomes chez Glénat. Pour quand ? Alors, c'était dit automne 2022, mais j'ai appris que c'était septembre, donc avant septembre. Tu regardes l'éditeur. Regarde l'éditeur. C'est pas tu vas vraiment sortir ça pour septembre, pour de vrai? Mon éditeur est dans la pièce de l'autre côté. Mais en fait, j'ai regardé référent Glénat de manière automatique. Désolé, Benoît. Mais oui, mais de toute façon, ça sera prêt pour ce temps-là. De toute façon, on décale les sorties, ce genre de choses. Ça se fait souvent dans le monde de la bande dessinée. Tu peux nous parler un tout petit peu, on reviendra en détail tout de même sur Anna lors de la prochaine émission, puisqu'on sera quasiment en entrevue avec toi et quelques autres invités pour parler de ton œuvre complète. Tu peux nous parler un tout petit peu de Anna, de l'histoire, de synopsis principal? Alors, Anna et l'Entremonde, déjà, je ne suis pas toute seule sur cette BD. J'ai un scénariste qui s'appelle Marc de Buisson, qui m'a mis l'histoire entre les pattes. Ok. Et alors, en fait, Anna et l'Entremonde. Donc, on suit Anna, qui est une jeune fille de 11 ans, qui est docker, qui charge les bateaux au XVe siècle à Las Palmas, donc notamment le point de départ de l'expédition de Christophe Colomb, et elle se retrouve par un concours de circonstances bloquée dans les caves, en fait pas les caves, Cales. Dans les cales. Dans les cales, tout à fait, de Christophe Colomb. Et quand elle arrive à en sortir, pire que de se retrouver sur un bateau au XVe siècle en étant une petite fille avec que des hommes, elle découvre la destination par l'ouest vers les Indes. Et il s'avère que dans ce monde, ça va plaire aux platistes, ce monde est plat. Et donc, ils vont... Comme dans la vraie vie, quelque part. Bien évidemment. Wink, wink. Et ils vont donc chuter dans un monde qui est une sorte de cuvette qui récupère tous les autres mondes, qui s'appelle l'Entremonde. Ah ouais. Et donc, on va suivre cette quête d'Anna, qui va être séparée de ses amis, qui va être recueillie par une capitaine pirate. Et donc, ce monde-là, donc cette partie du monde-là, est gérée par une sorte de chef mafieux qui s'appelle La Main. Et son but, ça va être de retrouver ses amis. Mais en fait, le but de ce chef mafieux, c'est de posséder les passages entre les mondes. Ce qui ferait... Donc voilà, il va y avoir toute cette quête-là. Au-delà de la quête initiatique, ça pose aussi d'autres questions sur des questions qui sont très actuelles de nos jours, sur l'immigration, l'autre, voilà, l'identité, tout ça. Donc c'est le premier tome d'une série de 4 tomes. Et voilà, que je fais à l'encre. Voilà, c'est en couleur traditionnelle directe. Oui, d'accord, en couleur traditionnelle directe. Mais je te poserai des questions sur comment est-ce que tu arrives à ce rendu-là, parce que déjà sur Radium... Le talent déjà sur Radium Girl, mais c'est assez unique comme style de dessin quand même. Qu'est-ce que tu utilises comme crayonnage? Qu'est-ce que tu utilises comme effet? Je te poserai toutes ces questions-là plus tard, parce que ça m'intrigue beaucoup de savoir comment est-ce que tu arrives à ce rendu. Voilà, donc septembre, novembre prochain pour la suite, pour Anna. Ici, on aura l'occasion d'en reparler. Juste après, je me retourne évidemment vers l'imminent Benoît pour parler un tout petit peu des futures sorties et on va parler un peu de Hendrix. Actuellement. Alors, je ne sais pas si c'était l'éditeur de Hendrix. Oui, là, c'est bon, je suis totalement Là, c'est bon, ok. Je peux tout dire. D'accord, tu peux tout dire. Je peux tout dire. Que tu nous parles un peu de ce livre, évidemment, qui l'a écrit et de quoi il s'agit. Alors, ça va être une des grosses sorties pour Glénat aussi en fin d'année. C'est une parution prévue pour septembre. Et c'est le nouvel album de Mezzo et Jean-Michel Dupont. Le duo qui s'était occupé de Love in Vain il y a presque 8 ans maintenant, parce qu'ils produisent peu mais bien. Et donc ils s'étaient retrouvés, alors ce sont de vieux amis, mais leur première collaboration sous forme de BD, c'était pour parler de blues, et pour faire le portrait en BD de Robert Johnson, qui est le fondateur, entre guillemets, du fameux Club des 27, puisque c'est ces musiciens cultes qui sont morts à 27 ans. Le premier, aucun rapport entre eux, c'est le hasard le plus complet, mais le premier à être mort à 27 ans, c'était Johnson. Éminent bluesman. Donc les deux auteurs avaient raconté son histoire en bande dessinée et puis ils se sont posé la question de l'après,
en se demandant si ils creusaient cette veine musicale, parce que ce sont tous les deux des musiciens, certes amateurs, mais ils jouent tous les deux de la musique. Ils ont tous les deux des accointances avec la musique extraordinaires, puisque Mezzo publie régulièrement dans Rock and Folk, par exemple. Au moment de la mort de Bowie, il avait fait un sublime dessin, et il continue à collaborer régulièrement. Et Jean-Michel Dupont a été journaliste musical dans une vie antérieure. Donc, oui, d'accord. Voilà. La musique, c'est tout pour eux. Il y a des affinités, ouais, voilà. D'accord. Okay, et donc, ils se sont beaucoup posé la question, est-ce qu'ils restent dans le domaine de la musique ou est-ce qu'ils créent une autre chose, une autre œuvre ensemble de manière totalement différente? Et puis ils se sont dit que voilà, Love in Vain ayant été un très beau succès, c'était l'occasion de quelque part de concrétiser un peu les choses. Et ils ont bien réfléchi et ils se sont dit voilà, on va faire Hendrix, le portrait d'Hendrix en bande dessinée, sur le même principe un peu que Love in Vain, c'est-à-dire un portrait biographique, mais un petit peu subjectif d'un grand artiste. Ça a l'air vraiment tout top. Change en même temps sur ce bouquin, parce que Love in Vain, c'était un bouquin, c'était sur un artiste du début du XXe siècle, artiste très connu des amateurs de blues, mais pas si connu que ça du grand public, et autour duquel il y a toute une légende qui tourne, mais il y a finalement assez peu de faits, assez peu d'éléments tangibles pour raconter son histoire. Là, c'est exactement l'inverse. Avec Hendrix, il y a évidemment des quantités d'images. Voilà. Il y a de l'image, il y a du son, il y a des bouquins à foison qui racontent déjà Hendrix. Donc autant ils avaient une certaine marge de liberté pour raconter Robert Johnson, autant sur Hendrix, c'est tout l'inverse. Ils ont dû faire un énorme travail de synthèse par rapport à la matière première existante pour raconter ce qu'ils avaient envie de raconter dans le peu de pages qu'alloue la bande dessinée, puisque la bande dessinée, c'est quand même d'abord une narration par l'image et c'est un art de l'ellipse. On ne peut pas tout dire in extenso comme dans un roman ou comme dans un texte. C'est vrai. Donc voilà, ils se sont retrouvés à beaucoup se dire qu'est-ce qu'on garde pas dans tout ce qui a été documenté, dans tout ce qui existe de la vie d'Hendrix. Et finalement, ils ont abouti à un projet qui va faire grosso modo 200 pages à l'arrivée, dont le premier tome fera une petite centaine de pages. Et le premier tome donc, qui va sortir au mois de septembre, c'est un peu Hendrix avant Hendrix. C'est l'histoire d'un jeune gamin, c'est une espèce d'enfance à la Dickens, c'est un jeune gamin qui bourlingue, qui n'aura que des emmerdes, qui est vraiment pas très aidé par la vie, entre un père violent et qui a du mal à assurer, entre une mère volage qui est jamais là. Donc ce petit gamin, il va essayer de se construire comme il peut. Il va beaucoup s'évader avec tout l'imaginaire qu'il y a à son époque, c'est-à-dire qu'il est fan de comics, il est fan de Prince Vaillant, il s'évade comme ça, il est fan de cinéma de série B, il est fan de Flash Gordon, il va voir les doubles programmes voilà, le samedi après-midi au cinéma, il va voir ces doubles programmes qui ont enfanté Indiana Jones par exemple. Ouais. Et donc il se berce de tout ça. Et puis il va y avoir la rencontre avec la musique, parce qu'on va lui offrir une guitare, et là ça va être la révélation. Et puis petit à petit, il va s'infiltrer, on va dire, dans le monde de la musique de son époque. Il va jouer pour Little Richard, il va rencontrer B.B. King, il va rencontrer Ike et Tina Turner, il va commencer à se faire un nom, parce qu'il a un toucher de guitare pas trop mauvais. Et en fait, on va terminer ce premier livre au moment où il enregistre Hey Joe et où il va partir à Londres. Donc, il devient Hendrix à la fin de l'album, mais il va exploser et devenir le guitar hero de tous les guitar heroes dans le tome suivant. D'accord. Voilà. Okay. Donc, on va vraiment... C'est ce première partie, la jeunesse du héros, quelque part. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la jeunesse d'une superstar. Et c'est un bouquin qui est... Enfin, c'est une jeunesse un peu compliquée, encore une fois, un peu difficile. Parce mais où il n'y a aucune place, on va dire, à la fiction. Tout est des faits réels dans la BD. Tout est strictement documenté. Okay. C'est aussi pour ça que le projet de 200 pages, un seul gros livre, est devenu 2 tomes, parce que c'est un vrai travail de marathon au long cours. Et puis Mezzo, le dessinateur, il ne veut surtout pas prêter le flanc aux gardiens du temple, parce qu'il y en a des gardiens du temple sur Hendrix. Donc voilà. Pour chaque représentation, pour chaque concert, il vérifie est-ce qu'il avait bien telle guitare, est-ce qu'il avait bien tel costume ce jour-là pour ce costume, ce concert-là. Donc tout est strictement documenté, vérifié. Il ne devrait pas y avoir d'erreur, ou s'il y en a, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc, ça prend un temps infini. Et puis, en plus, vous avez pu voir, je pense, quelques pages tournées pendant que je parlais. C'est d'une précision et d'une méticulosité dans le dessin. C'est assez extraordinaire. Pour moi, c'est une vraie leçon de bande dessinée, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la BD, c'est une narration par l'image et c'est l'art de l'ellipse. On ne peut pas tout dire et il faut faire comprendre plein de choses au lecteur sans insister trop, sans trop écrire non plus, parce que c'est l'image qui parle en premier. Et ce qui est formidable dans la narration de ce bouquin, comme c'était déjà le cas dans Love in Vain avant, c'est que le nombre d'informations qui passent uniquement par l'image est assez stupéfiant. C'est-à-dire, il n'y a pas le cartouche qui dit octobre 1940, par exemple. Non, on devinera ou on comprendra à quel moment ça se passe, parce qu'il y a telle affiche en arrière-plan, il y a tel journal qu'un personnage est en train de lire, et on voit que ça se réfère à tel événement.
Donc tout passe par l'image, et le texte finalement est assez parcimonieux et ne dit que ce que l'image ne peut pas dire. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est quand même la base de l'art de la bande dessinée, et donc la documentation et la recréation d'une époque est fondamentale dans un bouquin comme celui-là. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, les auteurs. D'écrire en bande dessinée un univers musical, c'est pas un challenge assez compliqué? C'est-à-dire qu'il y a quand même un sens, le son qui passe pas dans l'écriture. Comment on fait ressentir le son, la musique et bien toute cette ambiance en BD? Tout passe par l'expressivité des personnages, et là, Mezzo s'en sort remarquablement bien aussi. Il a un dessin qui est toujours un poil too much, un poil au-delà du strict réalisme, mais voilà, quand on regarde ces pages, on les voit suer, ces personnages, on les voit souffrir, on les voit s'extasier quand ils sont en transe musicale d'une certaine manière. Donc oui, évidemment, la bande dessinée n'a pas le son pour s'aider, mais on y croit vraiment. Même quand le petit Hendrix fait du air guitar devant son miroir, on vibre avec lui, quoi. Ah, c'est beau, il y en a plein qui sont en train d'attendre justement avec impatience cette BD. Mais tu dis évidemment Hendrix égale gardien du temple. On attend la BD Hallyday pour voir évidemment. C'est pas moi qui m'en occuperai. En France, ce qu'il risque d'arriver, formidable. On rappelle fin d'année, 2 albums sur cette BD, 2 fois une centaine de pages. Ça. On dira, voilà, impeccable. Ça s'appelle Kiss the Sky puisque c'est. Ah oui, oui, ça s'appelle pas Hendrix. Ça s'appelle pas Hendrix. Non, le titre de la BD, c'est Kiss the Sky, qui est un extrait des paroles de Purple Haze, un des grands classiques d'Hendrix, et qui à la fois, qui est le titre qui correspond bien à l'ensemble du projet. Parce que Kiss the Sky, c'est atteindre les étoiles, c'est devenir une star. Donc ça correspond bien au premier tome. Et puis le deuxième tome, où c'est le Hendrix qu'on connaît tous. Il faut savoir que dans le milieu des musicos, Kiss the Sky, ça veut aussi dire prendre de la dope. Et il se trouve que Hendrix n'a pas créé que en buvant de l'eau. Ah ouais, voilà. Sans déconner. C'était une autre époque. Voilà. Donc Kiss the Sky, c'est le projet autour d'Hendrix, que l'on sous-titre aussi Jimi Hendrix 1942-1970, qui sont les années de naissance et de mort de la star. Parce que aussi une star mort à 27 ans, mais c'est vraiment pas fait exprès par rapport à Robert Johnson. C'est vrai, c'est terrible. En tout cas, eh bien, ça arrivera en fin d'année. Septembre, ouais. Merci de nous avoir présenté cette BD. Je me retrouve à côté de Michael pour nous parler de ta nouvelle bande dessinée, à savoir ici Banana Sioule, que j'ai. Alors j'ai l'épreuve, j'ai une des premières épreuves entre les mains. Moi j'ai eu la chance de déjà pouvoir lire une des premières épreuves. Un shonen, est-ce que je peux appeler ça un shonen ou c'est grossier dans l'univers de la BD? Sportif. C'est bien de parler de shonen pour ranger un petit peu le livre et pour renseigner un petit peu les auditeurs et les lecteurs. Mais Glénat a trouvé une belle formule, je trouve. C'est plutôt un hommage au shonen. Hommage au shonen. Eh ouais, parce que déjà, moi, je suis pas japonais, je suis un auteur français. Bon. Et oui. Et puis, shonen est plus précisément du neketsu. C'est le shonen pour garçons. Oui. Et il se trouve que mon héros est une héroïne. C'est plus contradictoire du tout de nos jours. Non, pas du tout. Mais si on parle de shonen, il faut être précis et ça n'en est pas. Mais c'est vraiment un hommage au shonen parce que, évidemment, je suis de 82, je suis de cette génération qui a vu débouler toute cette vague manga, les Dragon Ball et compagnie. J'ai été un peu bercé par le Club Dorothée. Et évidemment, tout ça a été lentement digéré. Très peu de temps avant, je travaillais sur la série Last Man, donc ça m'a un petit peu mis sur une façon de raconter les histoires. Ça nous a permis de raconter des histoires très feuilletonnantes sur le long cours, comme ça, parce que c'est le premier tome d'une série qui va s'étendre. À Last Man, on a dessiné 12 tomes, donc c'était assez long. Et donc dans Banana Sioule, en fait, je vais raconter l'histoire d'une petite gamine qui va se retrouver plongée dans un univers assez particulier, qui est celui de la Sioule. La Sioule qui est un nouveau sport. Voilà, et la Sioule qui est un nouveau sport. En fait, la Sioule, c'est un sport qui existait. C'est un sport médiéval, un mélange de... Ouais, c'est un truc qui existait. Ça existait. Si, ça existait. C'est un truc populaire, hyper bourrin. Et en fait, pour la petite anecdote, moi, quand j'étais petit boy scout, je jouais à ça et c'était c'était un truc de fou. C'est-à-dire que moi, gamin, on se mélangeait, filles, garçons, adultes, enfants, et ça se tapait dessus, ça s'écrasait, j'ai vu des clavicules péter, des chevilles péter.
Aujourd'hui, je pense que Jeunesse et Sport, il ne serait pas trop content si on parlait de ça. J'avoue. Mais moi, j'ai des images en tête qui sont gravées dans ma tête. Et en fait, c'est ces images qui m'ont permis de démarrer ce projet. En fait, vraiment, avec, en gros, une bonne partie de mon vécu, mais complètement maquillé dans cet univers. Et l'univers est 100% fictif. Hein. L'univers est 100% fictif, oui. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi un constat un petit peu simple, c'est qu'à force d'avoir lu du manga et du shonen en particulier, plus jeune, je me suis toujours posé la question, vous savez, par exemple, dans Naruto, dans Dragon Ball, les héros se créent des amitiés, en fait, à partir du moment où l'aventure commence. C'est ça. Et en fait, moi, derrière Banana Soul, il y a quand même tout un discours qui est beaucoup plus profond sur l'amitié. Ça fait un peu cucu de dire ça comme ça. Mais il se passe quelque chose avant Banana Soul, quoi. Avant que cette gamine, elle se retrouve propulsée dans ce monde assez violent, en fait. Elle a un noyau d'amis qui existe depuis la plus tendre enfance. Et en fait, ce premier tome, c'est un premier tome d'exposition. Elle n'est pas triste, seule, abandonnée par ses parents, sans amis, au fond de la forêt, avec son grand-père qui est mort et une boule de cristal, quoi. Ouais, voilà. En gros, il se passe quelque chose avant. Et c'est vraiment, l'idée, c'était de poser ça, pour plus tard, évidemment, la confronter à les amitiés un petit peu virtuelles, un petit peu fragiles, et enfin comme on voit aujourd'hui, quoi, l'ère de l'ami Facebook et des followers par milliers, par centaines de milliers. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça un petit peu? C'est un peu facile, là, j'en parle pas très très bien, mais l'idée c'est vraiment, derrière cette façade qu'est la Sioule, on va raconter des choses beaucoup plus profondes autour de ce petit groupe d'amis, quoi. Donc, mes amis sur Twitter, c'est pas mes amis, c'est ça? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont tes amis. Il y en a beaucoup qui ne sont peut-être pas... Je suis triste, Michael. Je suis vraiment triste. Merci en régie. Ils me proposent leur amitié. Ils sont vraiment adorables. Ton personnage principal, pour avoir lu le bouquin, au début, il est un peu sans ambition, non, sans passion, sans... Je sais pas, elle se laisse un peu couler, un peu délivrer, ce qui fait un peu le malheur de son pauvre papa. Bah c'est ça, en fait, l'idée, Elena, c'est une ado qui est en 3e, en gros, quoi, et qui sait pas bien quoi faire de sa vie. Bah ouais. Elle est bien dans sa petite campagne idyllique, elle a son petit groupe d'amis, comme je te disais, elle a son chien, elle travaille à la ferme, donc franchement, elle est bien. Elle est au bord de la mer, elle a la petite piscine, franchement, ils se font des petites soirées saucisses au bord de la falaise. Et voilà, le truc, c'est qu'il y a un moment, il faut bien se bouger, quoi. Et en fait, Elena, elle se laisse porter un petit peu par la vie, par ses amis et tout. Et en fait, moi, j'aimais bien l'idée que pendant des années, on m'a martelé que le personnage, il faut qu'il ait son ambition. Naruto, il veut être le Hokage. Il a un objectif, il a un rêve. Iznogoud, il veut être vizir. C'est vrai. C'est un peu un héros de shonen. Et Elena, elle n'a pas d'ambition. Elle se laisse porter, tu vois. Elle se laisse porter, et puis forcément, au bout d'un moment, ça va créer des problèmes. Parce qu'on ne peut pas se laisser porter comme ça. On n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit juste de kiffer la vie. Ah bon, on kiffe, mais il y a un moment où... Il y a un moment, faut faire des choix dans la vie. Cher ami. Il faut faire des choix dans la vie. Alors, c'est gavé de références, un peu comme toutes les œuvres que vous peignez. Parmi les références, j'ai vu Captain Tsubasa, j'ai vu Aishil 21 partout, quasiment partout. J'ai vu Hunter x Hunter aussi, un peu, à certains moments. Ouais, il y a tout ça, évidemment. Après, c'est revisiter un petit peu, parce que l'idée, comme je te disais en amorce, la Sioule existe vraiment. Donc, ouais. Et puis, c'est vraiment l'idée. Moi, je suis aussi... j'ai eu 18 ans dans les années 2000 avec Fight Club et Jackass, quoi. Ah ouais. Donc, il y a aussi ce délire de cadrer cette violence dans la Sioule. Et puis, alors là, par contre, c'est nos limites. C'est nos limites, quoi. Et je trouvais que c'était un bon équilibre. Par rapport, par exemple, je ne veux pas citer de séries, mais il y a beaucoup de choses qui sont très racoleuses en ce moment. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, j'ai vu Squid Game. Squid Game, j'étais sûr que tu allais citer ça. Mais oui, Squid Game, c'est hyper racoleur. Alors que quand on a lu Battle Royale dans les années 2000, ou quand on a lu et vu, moi j'ai pris une claque différente, quoi. Squid Game, c'est très bien, je suis content que ça plaise, mais moi, disons que j'ai voulu
réunir, cadrer un petit peu. T'avais lu Kaiji quoi avant. Aussi. Ça a été à digérer le truc. Donc plus mesuré, on va dire, moins racoleur. Mais quand même, il y a quand même une histoire qui est intéressante et on va dire contrairement à la BD traditionnelle, parce que je ne sais pas si tu peux parler de BD traditionnelle, on a un dessin qui est très très dynamique et on a encore cette vitesse, toi, dans les planches, ces cases qui se passent très très proches les unes les autres pour dépeindre des animations, des grandes animations. C'est aussi votre style, ça aussi qui fait. C'est la chance d'avoir un format qui va s'étendre sur la durée, j'espère. Donc on peut développer des scènes d'action, on peut développer des expositions de personnages. Et évidemment, moi je viens du monde de l'animation. J'ai travaillé pendant longtemps dans les studios. Et j'ai toujours fait un petit peu de BD entre deux productions. Et puis depuis la série Last Man, je fais de la BD à plein temps. Et évidemment, ce que je vais rechercher, c'est toujours le mouvement dans le dessin. Je privilégiais les attitudes, les posings, peut-être plus au décor, comme dans la BD dont on parlait précédemment, que ce soit sur Jimi Hendrix ou avec Xavier, Jakarta, pardon. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là de détailler les poutres d'un bateau et tout. C'est très très bien, c'est magnifique. Peu de respect, monsieur. Je suis incapable de faire ça. Voilà. Moi, je vais détailler... je ferai partie de ce qu'il dit. Moi, avant, j'avais besoin d'une chaise, je dessine une chaise. Mais non, mais j'avoue que quand tu vois des images de Jakarta, tu transpires. Non, mais c'est incroyable. C'est magnifique, ce travail. Mais je ne suis pas du tout dans cette optique-là de dessin. C'est comme ça, il en faut pour tous. Ouais. Le chat demande pourquoi toujours travailler en noir et blanc. Une vraie question. Non, le noir et blanc, je ne peux pas ne pas parler de Last Man, parce qu'évidemment, l'esthétique rappelle beaucoup cette série sur laquelle j'ai travaillé avant avec Bastien, Vives et Balak. En fait, le noir et blanc, c'est déjà, on a lu, les mangas sont en noir et blanc avec des trames, et en fait, ces trois niveaux de gris, il y a un gris sombre, un gris clair et un gris moyen, permettent de tout raconter, en fait. Et encore une fois, c'est comme les poutres du bateau. Moi, je ne suis pas un coloriste, je connais mes limites quand je travaille la couleur, donc je ne vais pas m'enliser là-dedans, si tu veux. Je vais privilégier l'attitude dynamique d'un personnage, ses expressions, son mouvement. Et le décor, il va être presque accessoire, quoi. La mise en couleur, idem. Toi aussi, tu es un vrai héros de shonen, en fait. Tu développes ton skill au maximum. Tu sais que si je me concentre, mes cheveux repoussent. Allez mais je vous épargne ça. Peut-être plus tard. Peut-être tu pourras te dessiner les cheveux longs. Il y a moyen. Là, si tu es capable de faire rire le monde, le chat. Tu donnes pas mal d'idées. Combien d'albums sont prévus pour Banana Soul ? Écoute, pour l'instant 3. Pour l'instant 3. Évidemment, c'est une série ouverte. Ok, c'est une série ouverte. C'est pas 3 tomes terminés, c'est. Les 3 premiers tomes sont prévus avec mon éditeur. Bien. Ok. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Petit appel du pied, évidemment. Juste ici, merci beaucoup, Mickaël, de venir nous parler. Tu nous en reparleras après, puisque de toute façon, tu vas participer aujourd'hui à la battle de dessin. Voilà, un concours extraordinaire. On va s'affronter 2 artistes talentueux avec un vote du public. Annonce aussi dans ce Glénat BD Festival de la nouvelle collection, la véritable histoire du Far West. Les éditions Glénat se sont associées aux éditions Fayard pour lancer une nouvelle collection de western captivants. Ils racontent l'histoire du Far West au travers des personnages et des événements emblématique. C'est l'histoire de Farid Hammer qui supervise tout ça, et la collection est intitulée la véritable histoire du Far West. Il y aura 2 premiers titres dédiés à Jesse James et à Wild Bill Hickok.
à retrouver d'ici mai. Donc 2 personnages assez emblématiques du Far West. Juste, ça arrive souvent, les collaborations comme ça entre éditeurs, Glénat, Fayard, ici. Oui, alors Fayard, il se trouve que c'est la prolongation d'une collaboration pour Glénat, puisqu'il y a déjà, géré par le même éditeur, il y a déjà une collection qui s'appelle Ils ont fait l'histoire. Et en fait, qui marie le savoir-faire de 2 éditeurs qui ont l'habitude d'intervenir dans des univers très différents. Fayard, en l'occurrence, qui est l'éditeur de référence concernant les grandes biographies historiques, et Glénat, qui a une histoire, sans mauvais jeu de mots, assez longue autour de la bande dessinée historique, puisque Les Passagers du Vent dans les années 80, le Troisième Testament, qu'on peut raccrocher à la bande dessinée historique de Xavier quelques années plus tard. Donc il y a un vrai savoir-faire autour de la bande dessinée en général, bien sûr, et de la bande dessinée historique chez Glénat. Et il y a cette caution de sérieux de la reconstitution historique, de la réflexion historique, de la recherche historique chez Fayard. Et donc les 2 éditeurs se sont rapprochés pour mettre en œuvre leurs talents respectifs autour de cette première collection. Et puis l'éditeur qui a une vraie passion pour le western, s'est dit j'aimerais bien appliquer la même formule au western. Donc même chose, c'est la vie d'un vrai personnage de western raconté en bande dessinée, supervisé par un historien spécialiste du western, qui fait un petit cahier bonus à la fin pour étoffer ce qui n'a pas eu le temps d'être raconté dans la bande dessinée. Donc tout est strictement respectueux de la vraie histoire avec un grand H autour de cet univers du western avec cette nouvelle collection. C'est vraiment top. Et voilà, ça arrive. Et c'est une... Oh là là, les pages. D'accord. C'est masterclass. Magnifique. Absolument magnifique. Voilà, ça aussi, ça fait partie des annonces et ça fait partie des albums que vous pouvez retrouver en cette année 2022. Voilà, de quoi dépeindre la véritable histoire du Far West. On va parler un peu manga. Alors, ce sera un peu rare de parler manga durant ce Glénat BD Festival, mais on a un message de Mato qui va travailler avec Mr. Tan en collaboration avec une nouvelle œuvre originale qui s'appelle Ningyo. Je vous en parle après. Il me semble qu'on a un message de l'auteur en régie à passer, c'est ça. On va Pas du tout, non, d'accord. Je pensais qu'il y avait un dessin ou quelque chose. Non, pas du tout, d'accord, ok, impeccable. S'il n'y a pas du tout de message de l'auteur, je pensais vraiment qu'on a vu un message. Ah, voilà, je me disais bien aussi qu'on avait reçu un message de la part de l'auteur pour ce festival. Alors évidemment, Mato qui n'habite pas du tout en France, mais qui a tenu tout de même à faire passer un message pour le Glénat BD Festival. Tu me dis quand on... Voilà. Tu me dis dès qu'on l'envoie, impeccable. Je vais vous parler un tout petit peu de Ningyo, la prochaine œuvre. C'est un peu le seul manga que l'on présentera ici. Il y aura un quiz One Piece, cela dit, il me semble, dimanche, auquel je participerai et que j'animerai pas. Voilà, le pitch est dans la forêt d'Aokigahara, au Japon, autrement appelée la mer d'arbres ou la forêt des suicides. Un homme y perd la vie comme guidé par de mystérieuses créatures. Quelque temps après, Kai, son petit frère, arrive sur place, bien décidé à découvrir évidemment les raisons de la disparition de son frangin. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonce au cœur de la forêt, le lieu semble se transformer complètement. Et si la rencontre d'un humain et d'une sirène pouvait influencer l'avenir du monde, Ningyo, évidemment, pour sirène. Vous connaissez peut-être probablement le terme, ou homme-poisson, pour vous dire la vérité. Voilà la rencontre qui va avoir lieu. Donc c'est une œuvre qui fait suite à l'œuvre appelée Jizo, qui était aussi une autre collaboration et qui dépeignait une partie du folklore japonais, avec tout l'univers très terrifiant des fantômes japonais. Voilà, message de l'auteur en tour, donc c'est moi qui lis, je me fais la parole de l'auteur, c'est ça ? Je suis l'auteur et je vais faire la parole de l'auteur. C'est absolument incroyable. Je vous ne ferai pas l'affront de faire l'accent japonais ou de vous lire en japonais. Je vais me contenter de passer les mots en français. Chers Français, j'espère que vous portez bien. Ce récit qui se situe dans une forêt réelle, et c'est vrai que
Le Japon est vraiment rempli de forêts. Il y a des forêts qui sont vraiment très très flippantes. La mer d'arbres d'Aogigahara est racontée avec la belle et poétique sensibilité de Mr. Tan. Donc lui n'est que dessinateur, l'auteur c'est Mr. Tan. Le travail de l'adaptation en manga a été pour moi un moment très agréable et onirique. J'espère que vous attendrez la sortie avec impatience. Signé Mato. C'est très japonais hein, comme message. C'est cher français. Cher français. Exactement. Voilà. Onegaishimasu. J'espère que vous saurez apprécier évidemment mon prochain manga. Je ne sais pas si on n'a pas encore quelques pages ou quelques images à montrer, mais t'en as passé. Ouais, tu peux me remontrer un tout petit peu de ce à quoi ça ressemble parce que j'étais dans mes notes et j'ai pas vu. Ah ouais, d'accord, ok. C'est là où on sent qu'on est tout de suite dans le manga. Voilà cette rencontre. Les planches gigantesques. Et oui, les sirènes, à la base, c'est pas la petite sirène. Hein. Spoiler alerte. Mieux vaut pas trop leur parler. C'est parfois terrible. Voilà du coup pour toutes ces annonces, hein, ce festival ne fait que débuter hein, durant les 4 prochains jours. On va se retrouver ensemble avec les auteurs en direct. On va pouvoir poser des questions directement sur les BD en cours, les BD à venir, mais aussi leur style de dessin, etc. etc. Donc n'hésitez pas à faire et à venir tout ça. Un petit rappel du programme ici sur votre écran. Qu'est-ce qu'il vous attend aujourd'hui et demain? On va se retrouver avec Si dans quelques instants hein, pour parler de ces bandes dessinées avec un dessin en direct de la part de Si. Ensuite, battle de dessin. On retrouvera évidemment Michael avec nous qui est prêt à se dessiner les cheveux longs comme Titeuf. C'est formidable. Et ensuite, conférence sci-fi. Puis enfin, rencontre avec Jim Bischoff. Voilà le programme de la journée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Benoît, merci beaucoup. Xavier, évidemment, d'avoir été avec nous en duplex. Merci, Michael. On se retrouve évidemment tout à l'heure. Si on va marquer une courte pause avec des petits sujets vidéo, on se retrouve tous ensemble avec des tas d'invités pour ton moment. Oh waouh! À tout de suite pour la rencontre avec Si.